Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du monde fascinant et polarisant de l'animation indépendante sur internet. J'avais cette idée de vidéo en tête depuis longtemps, et ce bien avant la création de ma chaîne YouTube pour être honnête. Je suis moi-même une spectatrice régulière du milieu, toujours à l'affût des dernières sorties en date d'épisode ou de news croustillantes à propos des séries qui m'intéressent. Quand comme moi on a la sensation que l'authenticité, l'originalité et l'audace sont de plus en plus difficiles à trouver chez les gros studios professionnels, l'animation indépendante, ça fait beaucoup de bien. Le truc c'est que, quand elle grandit, elle devient malgré elle une industrie aussi. Et qui dit industrie, dit compétition, obligation, rendement, performance, inégalité et scandale. Même dans un milieu qui de base a été créé par refus des injonctions contraignantes liées aux industries professionnelles. Voilà, c'est surtout ça que j'ai envie d'aborder. Mais pour comprendre entièrement de quoi je parle, il faut revenir aux sources. L'animation indépendante sur internet, ça ne date pas d'hier. En fait, c'est aussi vieux qu'internet lui-même. On entend par indépendance tout métrage qui se fait hors des grandes industries professionnelles de l'animation. Souvent des gens tout seuls ou un tout petit comité qui crée ses propres films, séries ou courts-métrages sans être nécessairement formé à cela. Typiquement, le site Newgrounds, fondé au milieu des années 90, a hébergé des séries et des personnages devenus cultes d'internet, et ce, bien avant YouTube. Ah, ce temps où Flash était utilisé par quasiment tous les créateurs indépendants en ligne paraît bien loin maintenant. Il nous manquera, paix à son âme. Quoique, peut-être pas en fait. Il y a des news comme ça qui font plaisir. Bref, quand YouTube a débarqué, c'était pas évident pour les petits créateurs de voir leurs travaux financés comme ils peuvent l'être aujourd'hui. L'animation était courte, simple, voire brouillonne et saccadée. Une bonne partie du contenu se résumait à des mèmes, des reprises de films et de séries, de musique ou des mini-sketchs parodiques gravitant autour de personnages de licences connues. De Naruto, One Piece, Harry Potter, en passant par l'animation avec des sprites originaux de Mario, Sonic, Zelda, il y en avait par carton. À l'époque, on faisait pas trop gaffe et on prenait tout ce qui passait. Comme vous l'aurez remarqué, les sujets de vidéos étaient souvent en lien avec la pop culture de manière générale. C'était un bon moyen de se faire connaître, surtout à l'époque. Certains créateurs se sont développés à ce moment-là et restent encore actifs aujourd'hui avec une communauté fidèle depuis des années. Puis, quelque chose a commencé à changer dans le paysage de YouTube. Des créateurs se sont mis à raconter leur vie, leurs galères, leurs petits tracas et questionnements de tous les jours. Et ça cartonne, même très fort. Oui, je parle bien de l'ère des storytime. Elle a été le prolongement et l'évolution de l'animation indépendante sous une forme plus intimiste, plus identifiable, avec un format proche des podcasts qui fonctionnait encore à la même période. En parallèle, l'univers des animations parodiques et musicales est resté constamment alimenté via de nouveaux talents indépendants par des films et des jeux vidéo ultra populaires. La monétisation YouTube devenait plus accessible et la plupart des créateurs ont pu se bâtir une vraie carrière à ce moment-là aussi. Dès la fin des années 2010, autour de 2018, on assiste à une véritable transformation. L'animation indépendante ne se contente plus d'être un format court, autobiographique ou parodique, elle devient ambitieuse, finement organisée et surtout financée. C'est à cette période que des projets comme Has Been Hotel explosent. Tout a commencé par un pilote, posté gratuitement sur YouTube, ayant cumulé des dizaines de millions de vues, fédéré une communauté immense avant d'être récupéré par une plateforme de streaming professionnelle. Pour beaucoup d'artistes, c'est une révélation. Oui, il est possible de partir d'internet sans tuto, sans chaîne de télé et de rivaliser visuellement et narrativement avec des productions professionnelles. L'Acadésie, financée via Kickstarter, impressionne par la qualité de son animation et par son univers travaillé qui a su s'étoffer et se renforcer depuis des années via son respect indéniable des standards professionnels. Le studio Glitch, quant à lui, pousse encore plus loin le modèle de cette nouvelle ère. Jusqu'ici, on avait des créateurs qui lançaient leur propre studio pour produire leurs séries comme Vivienne Medrano avec Spindle Horse, produisant ses séries Has Been Hotel et Elevaboss. L'approche de Glitch est différente et réside dans la collaboration étroite avec plein de créateurs influents pour financer et produire leurs projets de séries indépendantes tout en leur laissant la liberté créative totale. Et ça, c'est cool.
Et c'est ainsi que des séries à succès gigantesques comme Murder Drones, créé par Liam Vickers, ou le monstre de YouTube The Amazing Digital Circus, créé par Gooseworks, sont nées et ont atteint des chiffres vertigineux dignes de grosses licences professionnelles. Et c'est pas fini. À la suite de ces raz-de-marée quasiment instantanés, d'autres créateurs ont vu leur projet se faire adopter, comme Dana Terrace, avec les Chevaliers de Guenièvre et sa prémisse audacieuse, ou Nick Sopko avec The Gaslight District et son univers cartoon creepy. À ce stade-ci, l'animation indépendante n'est plus seulement un contre-modèle, elle devient un objectif, un rêve à atteindre, le saint graal de tout créateur qui se respecte. Et c'est là que le paradoxe commence à réellement pointer le bout de son nez. Sur le papier, pourtant, tout semble vraiment idéal. Pas de producteurs mégalos, pas de censure imposée par des chaînes de télévision frileuses, pas de format rigide pour plaire à la masse. L'indépendance, c'est synonyme de liberté. Seulement, quand ces projets grandissent et s'industrialisent naturellement, ils donnent lieu à des réalités beaucoup moins séduisantes. Déjà, la compétition. Là où avant l'animation indépendante, c'était un espace débordant, communautaire et ouvert à tous les genres, sans réelle distinction, elle devient progressivement un terrain de comparaison permanente. Les délimitations ressenties entre chaque série indépendante n'auront jamais été aussi nettes aux yeux des fans. Il suffit de voir les guerres entre les différents groupes d'internet à base de « Oh, t'es un fan de telle série indépendante, me parle même pas !» ou les vidéos critiques mettant en concurrence féroce les séries entre elles à base de « Ah, cette franchise explose celle-là !» Perso, j'aime plein de projets et je ne fais aucune hiérarchisation mentale. Bref, les vues, les j'aime, les financements, les délais de production, tout devient quantifiable, public et donc source de pression. Les créateurs ne sont plus seulement des artistes, ils deviennent des marques, des visages indissociables de leur licence qui suscitera une réaction forte, qu'elle soit positive ou négative. Ensuite, les équipes. Quand on passe de 1, 2, 3 personnes dans un petit appartement à des dizaines de collaborateurs dispersés aux 4 coins du globe sans cadre légal solide ni ressources humaines, les problèmes humains, ils arrivent très vite. Des conflits internes, des déséquilibres de pouvoir, du flou en ce qui concerne les responsabilités, et c'est dans ce type de contexte que des scandales éclatent et font inévitablement ressurgir des passés troubles aux yeux du public. Des comportements problématiques, parfois graves, qui auraient déjà été jugés inacceptables dans un cadre pro-classique, mais qui sont d'autant plus difficiles à gérer dans un milieu indépendant où tout repose sur la confiance, la passion et l'informel. On découvre alors que ces projets de passionnés ne sont pas épargnés par le harcèlement, l'isolement, la délation, les abus de pouvoir ou encore les comportements glauques et répréhensibles avec les fans. Et le plus ironique là-dedans, c'est que ces dérives sont souvent très amplifiées avec les réseaux sociaux, là où l'indépendance amenait une alternative au silence toxique et aux secrets inavouables que tout le monde connaît dans les grandes industries. Elle expose aussi les conflits sur la place publique, transformant parfois des situations complexes impossibles à résumer en tribunaux populaires en ligne. Le cœur du paradoxe, c'est peut-être ici. L'animation indépendante est devenue une industrie sans en avoir les structures. Pourtant, elle en a les exigences, la productivité, la qualité constante, la régularité, mais rarement les protections. Et comme tout repose sur le capital sympathie et l'accessibilité du créateur principal, qui n'était qu'à la base qu'un simple artiste en ligne, comme tant d'autres, il devient difficile de critiquer objectivement sans être perçu comme un gros jaloux. Enfin, difficile, ça dépend pour qui, hein. Certains créateurs sont clairement plus appréciés que d'autres, et pour les plus polarisants, la mauvaise foi extrême poussée par la haine éclipse bien souvent les critiques sincèrement constructives. Finalement, en voulant s'éloigner des injonctions et des travers des studios professionnels, l'animation indépendante finit parfois par recréer les mêmes rapports de force, mais de manière plus floue, plus insidieuse, moins visible, et propre à l'interprétation et vécue de chaque employé, et donc tout aussi dangereuse si elle n'est pas clairement encadrée. Alors non, le but n'est pas de dire que l'animation indépendante est un échec, ni qu'elle serait pire que l'industrie traditionnelle. Bien au contraire, elle reste un espace immensément créatif, audacieux et vital pour l'animation en général, particulièrement en ce moment où les studios professionnels tentent de moins en moins de nouvelles choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il est peut-être temps d'arrêter de la sacraliser. Le terme a son importance, accepter qu'indépendance ne veut pas dire immunité. Et que si on veut préserver ce qui fait la force de l'indé, à savoir la liberté, l'expérimentation, l'authenticité et l'audace, alors il faudra aussi accepter d'y intégrer des discussions sur l'éthique, les conditions de travail et la responsabilité. Parce qu'au final, même dans des milieux créés par passion, ce sont toujours des humains qui travaillent avec d'autres humains.
Pour moi, c'est donc très important d'éviter l'auto-sabotage, car l'animation indépendante est le plus gros rempart face à une industrie globale de plus en plus aseptisée. Oui, je sais qu'il existe tout un tas de petits studios professionnels qui résistent encore et toujours à la facilité créative, on en parlera peut-être un jour dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce format analyse qui est tout nouveau sur ma chaîne. Je teste des trucs. J'ai déjà tenté la critique de films, les tops, la vulgarisation, et l'analyse me tentait vraiment, en particulier pour ce sujet important pour moi. En tant que grande spectatrice de séries indépendantes et joueuse de jeux indés, il fallait que j'essaye. N'hésitez pas à me faire vos retours pour qu'à l'avenir je puisse m'améliorer. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. C'est tout pour moi!